conférence concertée, j'aurais employé le même. Les nouveaux éléments qui vous ont été exposés longuement par mes confrères, ils bouleversent ce dossier. Ils ne se contentent pas seulement d'apporter un nouvel éclairage. C'est très important qu'on comprenne parce que M. Ramadan en France, sa procédure n'est pas au stade de celle qui a été diligentée en Suisse. Concernant M. Tariq Ramadan, en France, l'instruction s'est achevée. Et depuis la fin de cette information judiciaire, de nouveaux éléments sont apparus. Je ne vous dirai pas que c'est une chance, mais presque. Presque parce que le Code pénal français permet d'ordonner des suppléments d'information. Lorsque des éléments nouveaux apparaissent, le Code de procédure pénale permet que l'information soit reprise et que de nouvelles investigations soient menées avant même une audience de jugement. C'est presque une chance pour M. Tariq Ramadan parce que finalement c'est ce que nous avons demandé. Et je me permets de vous rappeler qu'une information judiciaire, ça n'a pas vocation à confirmer une accusation. Une information judiciaire, ça instruit à charge, à décharge, en prenant en considération l'ensemble des éléments du dossier et même, grâce au supplément d'information, les nouveaux éléments qui apparaissent postérieurement à la clôture d'une instruction. Concernant M. Ramadan, nous avons déjà, le 5 mars dernier, sollicité un supplément d'information auprès de la Cour criminelle départementale de Paris. Pour quelle raison? Parce que le 5 mars dernier, nous avions, et mon confrère Wadir El Mabouchi vous l'a expliqué, des éléments nouveaux. Le premier élément que nous avions, c'était l'expertise faciale de Mme Paul-Emma Aline, qui indiquait qu'à 100%, cette dame se trouvait non pas séquestrée dans une chambre d'hôtel, mais présente à la conférence de M. Tariq Ramadan. Nous avions également cette expertise médicale sur l'état qui devait être le sien après les faits qu'elle dénonçait. Et puis nous avions également eu, dans l'intervalle, des éléments de preuves formelles selon lesquelles des manipulations, des pressions, des intimidations étaient intervenues dans ce dossier. C'est si vrai que ces éléments ils nous ont été produits par certaines des plaignantes elles-mêmes, notamment Madame El Ayari, qui elle-même a évoqué un piège. Et c'est également si vrai qu'à l'heure où je vous parle, une information judiciaire est ouverte au tribunal judiciaire de Paris concernant des interventions de tiers sur les plaintes, sur les déclarations que devaient avoir les plaignantes à l'encontre de M. Tariq Ramadan. Vous avez le message de Madame Ayari sur l'écran, sur le piège qui a été tendu à M. Ramadan. Donc à la date du 5 mars, nous avions d'ores et déjà ces éléments nouveaux et nous avions sollicité auprès de la Cour criminelle départementale que soit ordonné un supplément d'information. Ces éléments auprès de la Cour criminelle départementale que soit ordonné un supplément d'information. Tant de réponse à notre demande de supplément d'information. Depuis, mes confrères vous l'ont longuement expliqué, nous avons deux nouvelles expertises qui sont scientifiques et qui sont technologiques. Et je vais m'autoriser à vous faire un tout petit peu de lecture concernant l'arrêt de mise en accusation de Tariq Ramadan. L'arrêt qui a été rendu en juin 2024, il a ordonné le renvoi de M. Tariq Ramadan devant une cour criminelle départementale pour 3 plaignantes. Et concernant le blog de Mme Paul-Emma Aline, l'arrêt relève qu'aucune vérification technique ou technologique n'a permis de remettre en cause la parole de Mme Aline, que ce soit sur la date de création du blog ou la possibilité d'antidater. L'expertise dont nous vous avons fait état nous permet d'affirmer désormais que ce blog a été antidaté. Et vous voyez, ça va plus loin, parce que la Chambre de l'instruction, elle concluait, en l'état, il n'est pas établi que Mme Aline aurait anticipé sa dénonciation. En l'état, désormais, il est établi que Mme Aline a anticipé sa dénonciation. Et c'est la même chose concernant la stylométrie. Concernant la stylométrie, Mme Aline
avait contesté être Nathalie, c'est ce que relève la Chambre de l'instruction, et conclut aucune investigation technique n'a permis d'en savoir davantage sur ces identifiants. Désormais, l'expertise en stylométrie confirme à 97% que Madame Paul-Emma Aline est Nathalie, que Madame Paul-Emma Aline est l'auteur des messages qui évoquent un piège, un plan. Nécessairement, nous allons, sur la base de ces deux nouvelles expertises, régulariser dans les prochains jours une seconde demande de supplément d'information. Je n'imagine pas qu'elle ne trouve pas d'écho, je n'imagine pas qu'il ne soit pas fait droit à cette demande, parce que, vous le constatez, en l'état, nous sommes face à un dossier qui est inachevé, qui est inabouti. Et juger un homme devant une cour criminelle sur un dossier inachevé, inabouti, c'est réaliser un procès qui n'est pas contradictoire. Ce n'est pas le droit à un procès équitable et c'est surtout le meilleur moyen de conduire ce procès à un échec et à une erreur judiciaire. Monsieur Ramadan demande pas quelque chose d'inédit. Monsieur Ramadan demande à ce que le droit lui soit appliqué. Cette demande de supplément d'information, je vous le précise, elle est fréquente, elle est souvent ordonnée. Un supplément d'information en droit français, c'est pas quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui est souvent réalisé. Et c'est si souvent réalisé d'ailleurs que dans le cadre d'un procès très médiatisé en ce moment, il n'y en a pas eu une, il y en a eu deux. Et ce procès a été déprogrammé à plusieurs reprises. Parce que l'accusation considérait que ce procès ne pouvait pas se tenir tant tous les éléments n'avaient pas été évoqués. Je ne m'attarderai pas plus à vous montrer que tous les éléments n'ont pas été examinés par l'instruction puisqu'ils n'étaient pas apparus à l'époque. En tout état de cause, Tariq Ramadan doit bénéficier de ce supplément d'information parce qu'il est injusticiable comme les autres et parce qu'à défaut, son procès serait voué à l'échec. Bien. D'abord, j'aimerais commencer par les remerciements. Je vais essayer d'être court. Il y a quand même un certain nombre de choses à dire, de réflexions à avoir. Mais j'aimerais remercier tous mes avocats qui sont présents ici et qui se sont présentés. Remercier également ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, parce que finalement, ça aurait été une conférence de presse avec trop de monde. Certains n'ont pas pu venir, d'autres n'ont pas été impliqués directement dans les dernières démarches. Donc j'aimerais aussi remercier les absents. Les noms ont été cités pour la Suisse, Maître Théo Badan, Maître Loïc Parin et Maître Marc Bonan. Et pour la France, Maître Nabila Asman, Maître Elisa Arfi et Maître Philippe Boy. Je les remercie de cet engagement à mes côtés et de l'engagement pour faire en sorte que la vérité soit manifestée. Ce que j'aimerais dire au gré de tout cela, je les remercie et j'aimerais qu'on se rende compte de ce qui vient d'être dit. En d'autres termes, depuis le départ, depuis 8 ans, j'ai dit et répété que j'étais innocent. J'ai dit et répété que c'était un traquenard, qu'il y avait des personnes qui, sur les réseaux sociaux, parlaient, étaient en connexion. Aujourd'hui, les choses se confirment effectivement par la science, elles se confirment par des données qui sont irréfutables. Et ce que j'attends de ce point de vue, c'est que je sois jugé sur les faits, je sois jugé sur le droit et sur la justice, et non pas, encore une fois, il a été rappelé, parce que j'en étais persuadé, je l'ai dit et répété, si je ne m'appelais pas Tariq Ramadan, vous ne seriez pas là, ni moi non plus. Et qu'il y a une donnée qui est une donnée du coupable idéal. Et aujourd'hui, ce qui a été important pour moi, je me suis concerté, on s'est concerté avec les avocats pour dire à un moment donné, il faut aussi que la parole soit entendue, car à l'inverse de toutes les plaignantes, je ne suis pas allé sur les plateaux de télévision, je ne suis pas allé parler, j'ai dit tout de suite, je fais confiance à la justice. En 8 ans, je ne suis allé que 3 fois, et c'était après des décisions.
sur un plateau, mais sinon je n'ai pas parlé. Parce que vous n'êtes pas mes juges, parce que les médias ne sont pas mes juges, et que la justice, elle se fait au tribunal. Et qu'à partir d'un certain moment, comme il a été dit ici, depuis le 25 mars, on envoie une demande d'ouverture, et il n'y a pas de réponse. C'est comme si, quand il n'y a pas d'écho médiatique, il y a un silence juridique. Mais ça ne peut pas être. C'est une erreur pour le droit, et c'est une déviance pour les médias, d'une certaine façon. Vous devriez être à l'écoute de ce que le droit dit et non pas avoir à l'influencer, parce qu'alors on marche sur la tête sinon. Mais je peux vous dire que depuis 8 ans, je marche souvent sur la tête. Je marche souvent sur la tête parce que c'est un traitement qui... C'est un traitement qui a fait que il y a eu 8 ans de ma vie. Il y a eu la maladie, il y a eu la prison, il y a eu la réputation. Je n'avais pas prévu ça, je n'avais pas prévu ce moment d'émotion, mais à partir d'un certain moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de traverser ça. Là, ce que vous avez entendu, c'est que des personnes ont prémédité des pièges. Et je l'ai dit pendant 8 ans. Et on ne me répond pas, la justice ne me répond pas, et j'ai l'impression de ne pas avoir toujours été entendu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler très rapidement 3 ou 4 choses, et j'aimerais vraiment m'en tenir au temps qui m'est imparti. La première des choses, j'aimerais vous rappeler un fait de droit. Moi, quand on a commencé cette affaire-là, les médias se sont emparés d'une chose en disant « Tariq Ramadan a menti, il n'a pas reconnu les relations ». Et effectivement, et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est le seul mensonge qui ait eu lieu et qui ait eu lieu en France, parce qu'en Suisse, j'ai dit et tout de suite dit, il n'y a pas eu de relation, il n'y en a pas. Et en France, j'ai protégé ma famille et j'ai voulu me protéger. Alors, en fait, mon premier avocat m'a dit « Tariq, c'est mieux que vous ne reconnaissiez rien ». Et en fait, ça m'arrangeait de ne rien reconnaître. Mais ce que je veux dire, parce que certains d'entre vous viennent de l'étranger, viennent d'Angleterre, et ils ont pensé que j'avais menti sous serment. Jamais sous serment je n'ai menti. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'ai suivi une voie qui m'arrangeait moralement et qui n'était pas forcément juste juridiquement. Sauf que, vous avez peut-être entendu l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dire qu'en France, un accusé peut mentir quand cela permet de faire en sorte que l'accusateur apporte des éléments pour prouver. Eh bien, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Maître Hamamouchi vient de mettre en évidence donné par le journal L'Express pour son témoignage. Ça va aller jusqu'où comme ça? Il faut qu'on prouve quoi pour que la vérité soit manifeste aux yeux de mes juges? Parce que ça, c'est aussi des éléments qui sont particulièrement importants. Ces deux anciennes plaignantes, de ce point de vue, maintenant confirment par leurs propos cet élément-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'il est intéressant de parler de El Fassi en 2009 dans l'affaire suisse? C'est que la plaignante suisse lui demande combien il paye. Combien il paye pour son témoignage. Et qu'on a écarté ceci comme si ce n'était pas important. Et que lui, il répond, je ne vais pas payer pour parler des ébats d'un islamiste intégriste. Donc il se parle d'argent. Dites-moi, dans le bon sens commun, une femme violée, elle vend son affaire, elle la monnaie. Elle la monnaie ou je deviens fou? Ou il y a autre chose? Et lui, il est partout. Et donc, encore une fois, il faut savoir qu'une plainte qui est maintenant inscrite, et c'est une plainte en constitution de partie civile contre El Fassi, est en cours d'instruction. C'est important, parce que maintenant, on va aller jusqu'au bout. Et il faudrait aussi que mon affaire en France tienne compte de ces éléments-là. Il est impliqué. Et donc, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on parle d'argent, les choses sont claires. Très rapidement, la conclusion de tout ça, c'est que la justice, elle a été trompée. Elle a été trompée en Suisse. Elle a été trompée en France.
Et vous savez, on a un débat en France aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'affaire Sarkozy. Est-ce que la justice est politisée? Est-ce qu'on la rejette complètement? Est-ce que les juges sont politiques au point que finalement c'est la haine qui le condamne et non pas les faits? Je vais vous dire une chose, eu égard à mon expérience de 8 ans. Moi, je n'ai pas d'approche essentialiste. Je sais, comme nous tous ici, comme vous tous ici, qu'il y a des juges politisés et qui peuvent être influencés par une idéologie. Stupide celui qui ne le croirait pas. Mais il y a dans le corps des magistrats des personnes intègres qui font leur travail. Et c'est ce que j'attends moi. Je n'attends que le juge ou la juge intègre qui fera son travail. Mais je sais que l'instruction à laquelle j'ai assisté moi pendant 7 ans et demi de ma vie, elle était complètement à charge. Je n'étais ni entendu, et ni d'ailleurs respecté. Mais ce que j'attends aujourd'hui, sans essentialisation, c'est que les juges, comme il a été dit en Suisse, reconnaissent qu'ils ont été trompés et jusqu'au bout du processus, quelque chose qu'ils ne savaient pas apparaît. Il faut revoir ce qu'on a pensé vrai. Parce que c'est faux. Parce qu'on vous a trompé. Et la même chose en France. Et donc ce que j'attends, c'est qu'en France se réveillent des juges qui sont indépendants, ceux qu'on n'appelle pas au téléphone pour les orienter. Et ne me dites pas que ça n'existe pas, vous le savez tous, et si Sarkozy le dit, il n'est pas parole d'évangile, mais il est parole de connaisseur de l'intérieur. Mais je n'ai pas cette position-là. Et quand j'entends justement dans l'affaire Jubilard qu'on entre en matière pour ouvrir de l'information, eh bien il faut les ouvrir, pas simplement quand ça concerne l'accusation, mais en particulier quand ça concerne la défense, quand ce sont des arguments aussi importants et scientifiques. Donc on ouvre et on répond. Et on répond à mes avocats, on vous demande sur ces bases-là de faire quelque chose. Pourquoi ce silence? Et vous savez, je serai le dernier à avoir besoin des médias pour ceci. On ne devrait même pas avoir cette conférence de presse. Mais si le silence de l'autorité à certains de ne pas respecter une procédure et de ne pas respecter les droits d'un prévenu ou de quelqu'un qu'on accuse, eh bien à un moment donné, il faut faire entendre ça. Il y a un deuxième point que j'aimerais dire avant d'arriver vraiment à ma conclusion réelle, et c'est une occasion qui m'est donnée. Je sais que parmi vous, dans cette salle, il y a des journalistes, et vous êtes nombreux, vous venez de 15 pays, il y a des Africains, il y a des Turcs, il y a des Canadiens, vous êtes de partout. Il y en a certains ici dans cette salle qui ne m'aiment pas, qui ont participé à la boursouflure médiatique qui a consisté à me salir, à devenir plus moraliste que les gens moraux, à considérer que j'avais enfreint la morale islamique et musulmane et qui faisait de moi un coupable. J'aimerais vous dire une chose, c'est pas la question. C'est pas la question, faites votre travail. Depuis quand ceux que vous aimez sont du côté de la vérité et de la justice? Et depuis quand ceux que vous détestez sont du côté de la culpabilité et de la condamnation? C'est pas une affaire de sentiment. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais soyez digne, honorable, faites votre travail, rapportez les faits, pas les rumeurs. Pas le fait que Tariq Ramadan, parce qu'il a cette histoire, il est le coupable idéal. J'aimerais vous dire une chose. Vous avez fait du mal, certains d'entre vous. Vous avez fait du mal parce que vous avez rapporté des rumeurs, vous avez sali un homme et sa famille. Et puis finalement, il devait payer le prix. Mais moi, je ne vous demande pas ça, ça ne m'intéresse pas ça. Je vous demande juste de faire votre travail de journaliste. Et votre travail de journaliste, c'est de rapporter les faits avec le plus d'objectivité possible. Et cette fois-ci, là maintenant, ce que vous avez entendu de mes avocats, c'est de dire les faits sont têtus. Et la science, quand elle parle, l'idéologie se tait. L'idéologie se tait. Et c'est peut-être de ça dont il faudrait aujourd'hui que vous preniez compte. Vous savez, il y a un documentaire qui se prépare sur Netflix et ils sont entrés là-dedans, ils viennent des États-Unis et d'Angleterre, mais ils sont sidérés en fait. Ils sont sidérés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on traite comme ça? Est-ce que c'est un pays qui est allé si loin dans l'anti-musulman que finalement on ajoute à l'indigne l'opprobre et l'insulte à la juridiction, au droit? Les choses vont sortir d'une certaine façon et il faudra aussi qu'on entende cette voix-là. C'est que c'est pas normal ce qui arrive
Et je pense que ce qui est déterminant, c'est que j'ai vu, parmi les journalistes, comme j'ai vu parmi les juges, des femmes et des hommes qui faisaient leur travail. Il y en a qui ont porté la vérité, la manifestation de la vérité avec dignité, je les en remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, je dis, il n'est jamais trop tard. C'est le moment. Faites votre travail et dites ce qui est. J'aimerais vous dire une chose, ma conclusion, c'est la philosophie de ma vie. Et j'aimerais que vous l'entendiez. Parce que le fait que je m'appelle Tariq Ramadan et je suis de confession musulmane et que j'ai un engagement politique a fait qu'on a sali et ma personne et ma réputation. J'aimerais que vous entendiez très clairement quelles sont mes références. Je vais raconter une histoire. Cette histoire, elle est essentielle pour moi parce qu'elle dit tout de moi. Elle dit tout de moi dans ma relation avec mes références et avec la relation du monde dans lequel je suis. Cette histoire, elle est très simple. Il s'agit, dans les temps anciens, de tribus qui étaient en conflit. Une de ces tribus, une de ces communautés était musulmane, et une autre, c'était une tribu juive. Et cette tribu juive, elle était en conflit avec la tribu musulmane. Et d'autres tribus juives étaient associées à la tribu musulmane dans un accord concret de protection mutuelle. Un homme musulman va voler un bouclier. Et comme il sait qu'il est en opposition avec la tribu juive, pour ne pas se faire accuser, il va mettre le bouclier chez le juif en disant c'est le juif qui a volé. Et la première réaction naturelle des personnes, c'est de dire ah ben oui, c'est l'ennemi qui a volé, donc c'est le juif le coupable. Et il y a une révélation coranique qui vient dire à la conscience musulmane internationale et pour tous les temps, le juif est innocent et le musulman est coupable. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que vous aimiez ou pas les gens, qu'ils soient de votre bord ou pas, que ce que vous célébriez avec la fausse citation que vous avez donnée à Voltaire, à savoir « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vous battrai pour que vous puissiez le dire », ça n'est pas de lui, mais la phrase est noble et la phrase est bonne. Ce que moi, ma tradition, elle est celle-ci. Un homme innocent, il est innocent, juif, chrétien, musulman, athée, hindou, bouddhiste, et je me battrai pour son innocence. Mais si je vois un musulman qui est coupable, je me battrai contre lui au nom de l'innocence et de la justice. Je vous mets au défi, depuis 40 ans que je suis sur le terrain, d'avoir enseigné autre chose que ça. Et l'image qu'on a donnée de moi en France, elle est absolument pervertie. Elle n'est pas à l'écoute de ce message-là. On a voulu faire de moi le petit-fils de, le frère de, le descendant de, contre la laïcité, contre la République. Et finalement, ça justifierait qu'en coupable idéal, je finisse en prison. Bien non, je le répète, et cette fois-ci, science à l'appui, je suis innocent de tout cela. Je suis victime, effectivement, de personnes qui ont planifié, et qui ont planifié en trompant la justice. Juste que justice soit faite aujourd'hui. Je vous remercie. Brièvement, s'il y a des questions. Vous avez la parole. En défense. Si j'ai donné le micro. Il y a un micro ici. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Le micro, il est là. Ah. Si jamais votre supplément d'information n'est pas validé, si le dossier n'est pas ouvert, est-ce que ce sont des arguments, déjà est-ce que vous comptez vous présenter à l'audience au mois de mars, est-ce que c'est des arguments que vous mettez sur la plateforme de procès? C'est moi qui vais répondre. Pourquoi vous voudriez qu'on ait ça à l'audience? C'est le code de procédure pénale nous offre la possibilité de solliciter un supplément d'information. Nous allons le solliciter. On en a déposé un premier, mais nous l'avons déposé pratiquement... nous l'avons déposé un an. Nous l'avons déposé un an avant que l'audience ait lieu.
Depuis, nous avons d'autres éléments scientifiques qui nous permettent de solliciter, ou j'allais dire, de faire sanctifier, si je puis dire, de sanctifier, pardon, notre supplément d'information. Si celui-ci nous est refusé, ben nous irons à l'audience, et les arguments que nous avons pour obtenir un supplément d'information, eh bien, nous les développerons à l'audience. Ça serait dommage parce que, comme l'a dit mon confrère, c'est embêtant d'aller plaider une affaire qui n'est pas aboutie, puisque tous les éléments n'ont pas été vérifiés. Voilà. Et nous demandons une vérification. Pourquoi nous demandons cette vérification? Parce que nous connaissons trop les assises, les avocats ici autour de la table, pour savoir que les expertises que nous avons communiquées, ou que nous allons communiquer, qui sont des expertises faites par des experts renommés, de renommée mondiale, ce ne sont pas des expertises judiciaires. Ça reste des expertises privées. Donc, notre demande, elle est également que prenez la balle au bon et nommez des expertises judiciaires, justement avant le procès. Si celles-ci sont conformes aux expertises privées, vous en tirez les conclusions. Si elles ne sont pas conformes, et que l'expertise judiciaire, par impossible, décidait que, eh bien, les expertises privées ne sont pas fiables, eh bien, dont acte, et nous plaiderons. Mais nous estimons justement, parce que nous croyons à la manifestation de la vérité, que nous devons mettre tout sur la table avant l'audience. Parce qu'on aurait pu avoir une stratégie, mais j'allais dire, de rameur de petit temps, si vous me permettez l'expression, d'arriver à l'audience, avoir caché sous notre robe les expertises et les sortir en les agitant comme un chiffon rouge à l'audience. Mais ce n'est pas notre vœu. Notre vœu, c'est la consécration de l'innocence de M. Ramadan, mais également la manifestation de la vérité. Et nous pensons que comme le Code de procédure pénale nous l'offre, il faut que nous passions par cette demande de supplément d'information avant les assises. Merci. Merci, monsieur. Stéphanie Rameau, Tribune Libre. J'ai préparé une question précise. Vous avez dit que la brigade criminelle était également arrivée à ses conclusions, notamment concernant le dialogue avant la rencontre. Qu'est-ce qui explique que cela n'a pas été pris en compte? Et deuxièmement, certains de ces éléments figuraient déjà dans le dossier. Est-ce que c'est l'évolution de la technologie qui vous a permis d'aboutir aujourd'hui à des certitudes? Je vous remercie. Les deux. Merci. À vrai dire, votre question, elle pourrait, votre simple question, elle pourrait illustrer la quasi-totalité du dossier. Pourquoi, alors que la brigade criminelle pointe ce point crucial, qu'il y a d'autres éléments, d'autres contradictions? Je vais plus loin. La question que vous êtes en train de nous poser, sachez que même la juge d'instruction l'a posée à des plaignantes. Sachez que même la juge d'instruction, fin d'instruction, pose la question à celle qui lance l'affaire d'ailleurs, la première plaignante, en lui demandant mais à quel moment vous ne mentez pas? Vous comprenez que vos mensonges risquent de coûter cher à tout le monde, que ce soit à vous-même, que ce soit à M. Ramadan, et elle-même est dans l'incroyance la plus absolue à un moment donné, pendant l'instruction vis-à-vis de plaignantes. Mais on a l'impression que les juges d'instruction, en tout cas c'est ce qui apparaît durant l'instruction, ont préféré fermer les yeux sur tout un pan de certaines déclarations, de certaines auditions qui étaient contradictoires par rapport aux déclarations des plaignantes, pour la simple et seule raison, si j'essaye de réfléchir rationnellement, c'est d'essayer de faire tenir un dossier qui en réalité, lorsqu'on l'expertise de A à Z, ne tient absolument sur rien de concret, si ce n'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Ramadan, sur des rumeurs, sur des dires et sur des accusations qui ne sont pas corroborées. Tous les éléments probants, tous les éléments scientifiques
ont à chaque fois été du côté de M. Tariq Ramadan. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette conférence de presse, les expertises et les suppléments d'information, leur but c'est justement d'essayer de tenter de renverser cela, de faire en sorte qu'une fois que finalement on respecte le droit rien que le droit, les faits rien que les faits, et que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité de M. Ramadan. D'autres questions? Bonjour, une question pour M. Ramadan. Déjà, je voudrais juste souligner, vous avez parlé d'indépendants, je voudrais souligner la présence des médias indépendants, parce que j'en connais plusieurs, donc je salue mes confrères. Voilà. Et puis, ma question est celle-ci, vous avez parlé de coupable idéal. Selon vous, pour quelle raison êtes-vous ce coupable idéal? Et vous avez également, on a entendu à demi-mot qu'il y aurait un complot, une espèce d'orchestration. Qui serait, selon vous, derrière cette orchestration? Merci de la question. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire, il y a des dossiers de presse qui sont préparés et il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Vous les recevrez par représentation. Si vous êtes 2 ou 3 du même journal, prenez-en un, prenez-en pas 3, et puis les autres, vous pouvez les recevoir par mail. Ils seront d'ailleurs sur le site qui a été dédié à cette conférence de presse également. Concernant votre question sur pourquoi est-ce que je suis le coupable idéal, écoutez, ça fait 40 ans que j'interviens sur le terrain et à peu près 35 ans sur le terrain strictement français. J'étais de ce point de vue-là, c'est le seul pays au monde dans lequel je n'ai jamais pu intervenir dans une université et dans lequel les renseignements généraux passaient avant que je vienne pour dire qu'il ne faut pas lui donner la parole. Sur une représentation qui était extrêmement claire, reconnue partout dans le monde, mais qui était extrêmement difficile à entendre. En France, l'idée c'est Tariq Ramadan, c'est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, et il a un double langage. Et celle qui a porté ceci et qui l'a élaboré, c'est Caroline Fourest. Donc il faut savoir, Caroline Fourest, qu'elle connaît la première plaignante, elle connaît la deuxième plaignante depuis 2009. Les 2 plaignantes dont on parle aujourd'hui, elle les connaît tous les 2 depuis 2009. Elle leur dit d'ailleurs, je ne veux pas l'attaquer sur ce plan-là. Quel le plan? On ne veut pas m'attaquer sur le plan du viol, ou c'était autre chose? Parce qu'en fait, ça a évolué. Au départ, il fallait atteindre ma réputation, puis ensuite on est allé vers la violence, puis on est allé avec le viol, en instrumentalisant MeToo, en fait, à partir de octobre 2017. C'est ça qui s'est passé. Mais elle est au courant, et donc à partir d'un certain moment, si vous avez entendu récemment Caroline Fourest intervenir sur LCI, il a dit « Les clones de Tariq Ramadan sont partout », et on l'a empêché. On l'a empêché de poursuivre. Ce on m'interpelle. Mais moi, je m'en tiens au fait. Je veux dire que je sais qu'en France, et on me l'a dit, et on me l'a fait comprendre, par gouvernements successifs, que je posais un problème. Partout dans le monde, dire il est interdit islamiquement à une femme de porter le foulard. Il est interdit islamiquement d'imposer à une femme de porter le foulard. Et il est interdit par les droits de l'homme d'imposer de l'enlever, y compris dans le monde entier, sauf en France. Et j'étais considéré comme ceci. Et quand on demandait, mais quel est son double discours, on disait, il parle différemment en français qu'en arabe. Enfin, des choses qui n'avaient ni queue ni tête, parce que vous allez dans les banlieues françaises, vous parlez arabe, personne ne vous comprend. Donc ça n'existait pas. Donc, vous savez, mon image, elle a été assez diabolisée. Au point d'ailleurs que beaucoup des journalistes français n'osent même pas traduire la vérité aujourd'hui, parce qu'on dirait on est pour le soutien de Tariq Ramadan. Mais moi, j'ai mes avocats, mais il n'y en a pas un qui est 100% d'accord avec moi. Et il y en a même qui sont carrément opposés à ce que je peux penser, mais je ne leur demande pas d'être d'accord, je leur demande de faire leur travail, qui est la manifestation de la vérité. Et en France, je demande juste que je sois traité à la régulière. Mais si vous voulez du débat, je suis prêt à débattre. Mais pas en dessous de la ceinture. Pas en dessous de la ceinture, on ne fait pas ça. Et on écoute quelqu'un. Donc,
J'étais le coupable idéal parce qu'à un moment donné, il fallait me faire virer de la scène. J'ai dit, vous savez, en France, je suis à la France sur le plan intellectuel ce que le minaret a été à un moment donné en hygiène de paysage. Donc faisons-le disparaître. Mais moi, je ne suis pas allé plus loin que ça en allant... moi, vous n'avez jamais entendu dans mon mot complot. Moi, je dis traquenard et des gens qui piègent. Et là, on a la preuve. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Le complot, c'est peut-être même elles qui ont utilisé la notion de complot. Si vous voyez une des plaignantes, elle lui dit, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit, il y a des personnes qui ont prémédité, qui se parlent. Et il se trouve que les faits me donnent raison. Quand on a demandé à la juge d'instruction, il y a 116 occurrences, c'est-à-dire relations, entre Caroline Fourest et les deux premières plaignantes, et 156, on demande à la juge, mais on veut les fanettes, on veut le détail pour savoir, on ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Toutes elles disent, et maintenant il y en a deux qui disent, Elfassi est impliqué. Elfassi est impliqué. Il a même vécu avec l'une des plaignantes. Ils avaient le bail commun. Ils vivaient dans le même appartement avec la deuxième plaignante. Mais pourquoi on ne fait rien de tout ça? Donc moi, si vous voulez, à partir d'un certain moment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et écoutez ce que je dis. Il y a scientifiquement maintenant prouvé le fait qu'il y a une préméditation à me vouloir du mal. Et que ces personnes-là, elles disent elles-mêmes être en contact avec des personnes. Alors je rappelle, à partir de 2009, elles sont en contact avec Caroline Fourest, elles sont en contact avec Elfassi, certaines mettent en cause d'autres personnes autour de ceci. Je veux juste qu'on fasse le travail et qu'on aille jusqu'au bout de ceci. Et ma position, elle est simplement de dire, le plan, le piège prémédité, quand vous dites, je veux des journalistes et je le piège dans une chambre d'hôtel ou torpille en prépa, il ne faut pas avoir fait un doctorat de lettres pour savoir ce que ça veut dire. Pas d'autres questions? Pardon? Les avocats suisses. One-to-one avec les avocats suisses, peut-être, pour la Suisse. D'accord, donc maintenant on passe à vos interventions plus spécifiques, je pense, avec les journalistes qui veulent vous voir. Dans la cour. Dans la cour. Au revoir à tous et encore une fois merci de votre présence.